Et l'on commence tout de suite avec Fabrice Lepelboin qui enseigne le numérique à Sciences Po et qui est l'un des meilleurs spécialistes des réseaux sociaux. Mardi dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, devant les maires de plus de 200 villes, de 200 communes touchées par les émeutes, a déclaré à propos des réseaux sociaux, je le cite, « Quand les choses s'emballent, il faut peut-être se mettre en situation de les réguler ou de les couper ». Première question, comment fait-on pour couper les réseaux sociaux? Est-ce que c'est facile ? Il y a 1000 façons de faire. En l'occurrence, alors pour bien connaître ce genre de technologies qui jusqu'ici sont plutôt pratiquées dans les dictatures, la façon la plus efficace pour une dictature, dans ce cas de figure, serait de couper les antennes GSM. Donc on s'attaquerait même pas aux réseaux sociaux, on s'attaquerait au cœur du problème qui est l'accès à Internet en mobilité. Et ça, c'est très simple, il suffit de couper les antennes GSM. On les a déjà utilisées sans doute pour repérer tous les participants. Parce que les participants qui se déplacent dans la ville bornent à chaque déplacement sur des antennes particulières. Et donc, il est fort vraisemblable que les services de sécurité aient déjà identifié tous ceux qui ont participé. Qui, du coup, ils sont certainement en mesure d'avoir des chiffres très précis sur le nombre de participants. Et c'est ces mêmes antennes qui provoqueraient une espèce de blackout sur tous les émeutiers. Et du coup, tous les émeutiers et tous les Français par la même occasion, non ? Non, pas tous. Uniquement dans des zones bien précises. Ah oui, on peut donc le faire géographiquement, puisqu'on s'attaque aux antennes, effectivement. Vous avez des antennes sur chaque pâté de maison, donc vous éteignez de façon sélective les pâtés de maison qui posent problème, et vous les rallumez une fois que le problème est géré. C'est de loin la façon la plus propre de gérer le problème. Maintenant, c'est absolument pas démocratique. Et là, on franchit une ligne jaune très clairement qui distinguait jusqu'ici les régimes autoritaires, semi-autoritaires des régimes démocratiques. Effectivement, la Chine, la Russie, eux, ont carrément exclu un certain nombre de réseaux sociaux parce que c'est des entreprises américaines. Et puis sinon, il y a la Turquie, il y a l'Iran qui coupe les réseaux quand il y a des manifestations trop violentes. Le Sénégal vient de le faire aussi. Le Sénégal vient de le faire, la Mauritanie l'avait fait il y a quelques années. C'est quelque chose d'assez courant. La Turquie est un bon exemple parce que c'est une démocratie, ils ont un président élu, ils ont un parlement fantoche. Donc ils sont à peu près dans la même configuration que nous. Pas exagérer non plus quand même. Un peu d'avance. Au sens où, concrètement, ils ont commencé à couper les réseaux sociaux en 2014 lors de premières révélations sur la corruption d'Erdogan. Plus récemment, au moment du tremblement de terre, qui avait la mauvaise idée d'être juste avant des échéances électorales. Et là, ils ont carrément pu s'en prendre à des messages bien précis. Non, ils ont coupé tout. Ah non, ils ont coupé tout. Ils ont vraiment coupé tout Twitter. Il y avait des messages qui circulaient sur Twitter qui étaient très problématiques et qui étaient très incriminants pour Erdogan. Ils ont carrément coupé tout Twitter. Ça a rendu Twitter incroyablement populaire, du coup. Donc, il y a toujours des effets retors dans ces pratiques-là. Et puis, surtout, le problème qu'on a en France, très concrètement, c'est que là, on a affaire à des émeutiers dont les parents ont vécu le printemps arabe, qui ont soit accumulé une certaine expérience pour ceux qui ont participé, soit qui connaissent des gens qui ont accumulé de l'expérience. Donc on a affaire à des gens qui ne sont pas vraiment des débutants en matière d'utilisation des réseaux sociaux. On a juste une coordination malencontreuse entre une génération très jeune et un réseau social Snapchat qui a donné à cette génération des capacités absolument incroyables de coordination à travers l'application. Mais c'est un malheureux hasard. Si demain, on venait à faire face à des émeutes qui utilisaient intelligemment les réseaux sociaux, comme ça a été le cas durant le printemps arabe, là, on aurait un réel problème. Alors Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, comme effectivement beaucoup de gens ont réagi comme vous en disant c'est normalement ce qu'on fait dans les dictatures, pas dans les démocraties. Lui, il a parlé de suspendre temporairement certaines fonctionnalités comme la géolocalisation qui permet de retrouver ses amis, qui a été beaucoup utilisée pendant les émeutes et notamment sur Snapchat d'ailleurs. Oui, alors il faut expliquer. Snapchat permet d'avoir une fonctionnalité de cartographie qui vous donne les snaps émis à proximité. Et donc, où sont vos copains, quoi. Où sont vos copains et où sont les snaps populaires à proximité, qu'ils soient émis par vos copains ou pas. Ce qui fait que très concrètement, si vous et moi, on filme le supermarché en train de faire piller en bas de chez nous sur Snapchat, on va attirer de facto des gens qui, à proximité, ont envie de faire leur shopping pour pas très cher. C'est Snapchat qui a vraiment été le cœur nucléaire de ces émeutes et qui explique énormément leur efficacité et l'efficacité de ces foules face à une organisation hiérarchique qui est la police et qui donc est très très lente, très
pas agiles du tout, et des foules qui, elles, étaient extrêmement agiles, vu qu'une bande de copains peut se monitorer et se reconstituer, se disperser pour se reconstituer 5 minutes plus tard grâce à cet outil, qui évidemment n'a pas du tout été conçu pour ça. Et donc l'idée d'Olivier Véran... Il faut rappeler que ça plate au départ, ce qui a fait son charme auprès des adolescents, c'est que ce sont des messages éphémères. Messages éphémères. Après qu'on les ait lus. Ce qui complique d'autant plus la preuve légale. Donc c'est vraiment un casse-tête monstrueux pour l'État qui au début n'avait pas du tout repéré que le problème était Snapchat. Il a mis 48 heures à repérer que le problème était Snapchat. Du coup, il s'est imaginé qu'on allait pouvoir ôter une fonctionnalité à un logiciel, ce qui laisse rêveur sur la capacité de compréhension de ce que c'est que du code informatique. Donc j'imagine qu'il y a eu des échanges avec Snapchat. C'est une société suffisamment grande pour avoir une représentation en France. C'est pas invraisemblable qu'à l'avenir on arrive typiquement à demander à Snapchat à retirer une fonctionnalité. Ça serait pour Snapchat se tirer une balle dans le pied. Et puis là encore, on ferait grimper le sentiment de ne plus être dans une démocratie au sein de la population, ce qui a nécessairement des effets de bord. Surtout que là, ce ne serait pas géolocalisé. Le fait de couper la fonctionnalité, ce serait de la couper pour tout le monde. Ça dépend. Puisqu'on demanderait à Snapchat. Non, pas nécessairement. On pourrait tout à fait fantasmer un Snapchat qui développerait une nouvelle version de Snapchat qui lui permettrait d'ôter la fonctionnalité de géolocalisation dans certaines zones, vu qu'ils ont par définition de géolocalisation. Tout est possible, ça dépend de Snapchat. Mais il suffirait Il y a une parade, c'est l'utilisation des VPN qui nous permet en fait d'être localisé dans un autre pays que le nôtre. C'est ce que font un certain nombre d'abonnés de Netflix, par exemple, pour avoir le catalogue des pays étrangers oui, au leur. Mais on peut imaginer des parades à la parade, parce qu'après tout, Snapchat a votre géolocalisation. Donc, il peut tout à fait repérer que votre IP est en Allemagne ou en Suisse et que votre géolocalisation est à Paris. Donc, c'est une course à l'échalote. Le problème, c'est que cette course à l'échalote consiste à faire grimper en compétences les gens auxquels on cherche à s'opposer, et que plus ils montent en compétences, plus ça devient complexe. Le premier effet qu'on a tous mesuré, c'est ce qu'on appelle pompeusement le dark social, c'est-à-dire que des gens migrent des espaces sociaux dans lesquels tout est public, Twitter étant le plus public qu'on connaisse, et vont sur des groupes de messagerie. Et là, on n'a pas la moindre possibilité de les monitorer. Type Telegram ? Type Telegram, ou même WhatsApp, Telegram. Telegram, c'est là où sont tous nos politiques en plus. Emmanuel Macron est sur Telegram parce que c'est le seul qui est à peu près inviolable. Il n'est pas du tout inviolable, Pegasus l'a démontré. Non, il n'a absolument rien d'inviolable. Ah oui. Non, ça n'a rien d'inviolable. Ça a donné un sentiment d'inviolabilité qui a, du coup, enjoint les politiques à raconter des choses qu'ils ne devraient pas dire, comme disait Polo. Et du coup, Pegasus est arrivé à aspirer toutes les conversations de tous les politiques qui se sont fait avoir par Pegasus, et Dieu sait qu'il y en a eu, dont évidemment Emmanuel Macron. Et à partir de là, vous avez un service vraisemblablement marocain qui possède l'ensemble des conversations privées d'Emmanuel Macron, et je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. Rappelez pourquoi le service secret marocain, parce que c'est vrai que Pegasus... Alors Pegasus, c'est une invention israélienne. À partir des accords d'Abraham, il a été distribué comme des pains au chocolat à la sortie d'une boulangerie à tous les membres des accords d'Abraham, c'est-à-dire grosso modo tous les pays arabes à l'exception de l'Algérie et de la Tunisie, pour faire simple, et du Qatar bien sûr. Tout le monde s'est mis à utiliser Pegasus contre ses opposants politiques, contre... ce qui les amusait en façon à faire de l'espionnage. Et il semblerait que le Maroc, je mets du conditionnel pour la forme et pour la diplomatie, il semblerait que le Maroc ait espionné aussi bien Éric Zemmour que Emmanuel Macron, c'est-à-dire aspirer l'intégralité des contenus de leur téléphone. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu en froid avec le Maroc depuis un moment donné. Oui, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est en froid. Après, il faut imaginer les transactions diplomatiques, toujours dans l'hypothèse où on imagine que ça soit le Maroc, où eux-mêmes ont l'intégralité des conversations privées du président de la République et du coup ont un certain levier pour négocier des choses. Revenons aux émeutes. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux en 2005. Non. Et on voit à quel point ils ont joué un rôle important. Essentiel. Pour vous. Essentiel. La première occurrence des réseaux sociaux dans des situations d'émeute, c'est 2009, la révolution verte en Iran. Et là, tout d'un coup, un pouvoir a eu des pires difficultés à mater une émeute. Alors qu'auparavant, ils y arrivaient sans problème. Alors évidemment, en 2005, on n'avait pas les méthodes on ne les a toujours pas du reste les méthodes iraniennes. Ensuite, il y a eu le printemps arabe, et là, c'était totalement géré par du réseau social, et on a eu vraiment des militants qui se sont emparés des réseaux sociaux. On a commencé à voir les Anonymous dans la danse, les hackers, et ça a été une traînée de poudre qui a engendré une contre-réaction, en l'occurrence gérée par les Émirats arabes unis, qui, à partir de là, ont complètement reconverti leur appareil de cyber-répression qui, jusqu'ici, s'intéressait au terrorisme, en un appareil qui s'intéressait à l'opposition politique.
la compétence émirati a explosé, en grande partie grâce à l'aide des Américains et aujourd'hui grâce à l'aide des Français. Et aujourd'hui, ils exportent dans le monde entier un appareil cyber-répressif qui est destiné justement à écraser ce genre d'émeutes et de contestations sociales. Donc on en est là, dans un équilibre qui pour l'instant est plutôt en faveur de l'appareil cyber-répressif tel que l'exportent les Émirats arabes unis, dans les dictatures, mais dans les démocraties ou les démocraties libérales, vous appelez la France comme vous voulez, on n'en est pas du tout à avoir des méthodes de répression qu'on peut avoir dans le reste du monde. Donc on est sur cet équilibre des forces qui fait que pour l'instant, on est face à un État totalement désemparé, qui n'a pas bien compris ce à quoi il faisait face dans un premier temps. Dans un premier temps, c'était les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est vraiment le fantasme ultime des hommes politiques. Dit Emmanuel Macron, il a dit qu'il voyait l'influence des jeux vidéo. L'influence des jeux vidéo. C'est un peu l'équivalent contemporain de l'influence du rock'n'roll dans les années 50. Ça n'a pas plus de sens. Ensuite, c'était les réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, avec les différents feedbacks qu'ils ont eus, ils se sont aperçus que le cœur du problème, c'était Snapchat et qu'il y avait une énorme boîte noire qui était TikTok, dont personne ne comprend le fonctionnement et qui appartient à une puissance qui est beaucoup moins coopérative que les États-Unis. Mais très clairement, c'est vraiment Snapchat qui pose problème et c'est Snapchat qui est au cœur de ces émeutes. Ce qu'on a pu voir, nous qui sommes extérieurs, pas comme vous, mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un effet vidéo. C'est-à-dire que là, tout à coup, les gens documentent ce qu'ils sont en train de faire, s'ils mettent le feu, s'ils sont en train de piller, ils filment. Et on a l'impression qu'il y a une sorte d'émulation, il y a un concours. Paris veut faire mieux que Marseille, etc., etc. La cité machin veut faire mieux que l'autre cité. Voilà. Il y a une émulation à coup de courtes vidéos qui buzzent plus ou moins, qui a fait le plus grand nombre de hits, qui a fait la vidéo la plus spectaculaire. Ensuite, toutes ces vidéos-là sont récupérées par d'autres comptes qui vont les donner à voir à nous tous, sur Twitter typiquement, parce qu'on n'a pas l'âge d'être sur Snapchat, et qui là vont servir à informer le public. Informer le public dans un filtre déformant qui est que ces vidéos, à l'origine, sont non pas faites pour informer un public, mais pour dorer un ego et attirer des copains, faire gonfler son ego et créer une rivalité. Et sur Twitter, on a vu un phénomène très amusant. On a vu une communauté gigantesque qui habituellement dédie plutôt ses comptes Twitter aux matchs de foot, se rentrer dans la danse et se confronter à d'autres communautés qui habituellement ignoraient totalement leur existence. Et c'était assez spectaculaire, d'où l'importance qu'auraient pu avoir les joueurs de l'équipe de France ou Kylian Mbappé, qui n'ont pas eu, qui ont très clairement décliné une invitation qui leur a sans doute été faite par l'Élysée d'interférer et de faire un appel au calme. Et de calme. En guise d'appel au calme, ils ont fait un communiqué qui a été pondu par une agence et un cabinet d'avocats, et ils n'ont rien fait d'autre. Mais on a vu effectivement la puissance de feu que représentaient des gens qui habituellement utilisent Twitter pour commenter des matchs de foot et qui, là, étaient très clairement engagés aux côtés des émeutiers. Mais on a l'impression qu'il a pu y avoir aussi un effet inverse. On a tous vu cette vidéo qui est devenue rapidement virale d'un père qui vient chercher son gamin au milieu du chaos, qui l'attrape par le cou, qui le fout dans le coffre de sa voiture et qui le ramène à la maison. Cette vidéo a été vue par tout le monde. Je me demande s'il n'y a pas eu un effet aussi qui a pu calmer. Les vidéos ont pu calmer comme elles avaient pu en exciter d'autres. Je ne suis pas convaincu que cette vidéo ait calmé grand monde, parce que très concrètement, c'est la seule quand même. C'est la seule, vraiment. Il faut être honnête, c'est la seule vidéo où on a vu une autorité paternelle sanctionner un participant aux émeutes. C'est la seule. Ça veut dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Oui, ça veut pas dire... On l'aurait vu depuis quand même. Il y a un système. Ah oui, effectivement, non filmé, c'est vraisemblable que d'autres parents aient pris leurs enfants par la peau du cul. Mais tout est filmé, donc c'est pas non plus, c'est vraisemblablement pas très courant. Vous dites-vous qu'il n'y en a pas eu d'autres et que donc l'effet apaisant n'a pas eu lieu. Très en tout cas, pas par le moyen de la vidéo. La seule chose qui aurait pu éventuellement apaiser quelque chose, ça aurait été une intervention directe des stars de l'équipe de France qui auraient appelé au calme. Ça n'a pas eu lieu et j'imagine qu'il y a eu des transactions très serrées. Pourquoi est-ce qu'on prête une telle influence aux... Parce qu'ils l'ont. De toute évidence, quand on analyse les réseaux sociaux, notamment Twitter, et qu'on voit qui était pour, qui était contre, dans le camp du pour, il y avait effectivement des comptes qui habituellement parlent de politique, LFI, ce genre de choses.
Mais la vaste majorité, c'était des comptes qui étaient parfaitement apolitiques, qui n'avaient jamais pris le moindre engagement pour quelque parti que ce soit, en dehors du PSG, de l'OM ou de choses comme ça. Et ceux-là étaient très clairement aux côtés des émeutiers. Donc ceux-là, on peut imaginer qu'effectivement, si Kylian Mbappé avait fait un petit clip vidéo en disant « Maintenant les enfants, on rentre à la maison », ça aurait eu un impact. Mais ça n'a pas été le cas. Ils sont quand même rentrés à la maison. Ils ont fini par rentrer à la maison au bout de 4 jours. Mais, alors ça, il va falloir demander aux spécialistes. Visiblement, c'est les dealers qui ont sifflé à la fin de la récré. Là-dessus, moi, je n'ai pas du tout d'informations. On sort de mes compétences. Mais très clairement, les seules personnes qui étaient en mesure d'avoir une influence, là, très clairement, c'est les joueurs de foot. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Et effectivement, alors d'une part, ça nous permet de relire la relation très particulière qui unit Emmanuel Macron à Kylian Mbappé. On trouvait tout ça un peu ridicule. Il se trouve que c'est une relation politique et maintenant on peut le comprendre et que cette relation n'a pas fonctionné et que le jour où il en a eu besoin, elle n'a pas fonctionné. Mais il faut se rendre à l'évidence, l'influence du foot sur ce genre de situation est considérable, absolument considérable.